Un des plus gros vendeurs de livres en France. Il signe son 16e roman déjà et il vient nous le présenter ce matin. Voici Gilles Le Gardinier. Pour ce livre paru il y a un mois et qui est en tête des ventes en France, ce livre qui s'intitule « Pour un instant d'éternité » aux éditions Flammarion. On va le voir, hein, c'est un gros travail ce livre, 8 ans de travail, vous allez nous expliquer, donc 4 années passées aux côtés de votre fille Chloé, également à travailler en famille. Ça a été un grand bonheur pour vous. Et l'un des auteurs français, je disais, les plus lus dans le sommaire, vous venez de recevoir notamment pour cette carrière d'écrivain les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, remis cet insigne par Claude Lelouch. On va voir la photo. Vous connaissez bien Claude Lelouch parce que vous travaillez aussi quelque part pour le cinéma. Quelles sont vos autres activités quand vous n'êtes pas auteur? J'ai eu la chance de travailler sur quelques-uns de ces films et en fait mon job c'est d'aider les gens à dire ce qu'ils ont à dire au moment où le film sort. Pour faire parfois votre place, exactement. C'est ce qui sert à fabriquer les dossiers de presse. Très bien. Donc Claude est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il m'a appris plein de choses. Avec lui, j'ai appris quand on était sincère, on pouvait tout oser. Il l'a fait avec ses films. J'essaie de le faire avec mes livres. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, une très grande affection. Et je lui ai demandé s'il acceptait de me remettre cette médaille. Il l'a accepté tout de suite. Ça reste un moment très très fort pour moi. Bon, eh bien, écoutez, on commence avec cette très belle image. Vous parlez de sincérité. Moi, je parlerai de sincérité et de précision. 8 ans de travail pour ce roman. Pourquoi vous décidez d'abord de l'écrire, ce roman? Je crois que c'est en allant dans l'immeuble d'un ami, vous vous apercevez que dans cet appartement en travaux, il y a une pièce secrète. Et ça donne le démarrage de ce livre. Expliquez-nous. Tout à fait. En suivant des travaux pour quelqu'un qui n'était pas sur Paris à ce moment-là, il faisait faire des travaux. Il m'avait demandé amicalement de les suivre. Ça m'embêtait un petit peu. Et pendant les travaux, ils ont mis à jour une pièce secrète qui n'était pas très grande. Et ça m'a tout de suite intrigué parce que je suis auteur dans l'âme et que les histoires me passionnent et qu'il y avait quelque chose de magique dans cette espèce de fonctionnement. C'était un panneau qui s'enfonçait et qui coulissait. À l'époque, il n'y avait pas de magasin de bricolage et je me suis tout de suite demandé qui fabriquait ça, pourquoi. Donc on a cherché, j'ai demandé la permission de chercher, on a cherché avec les notaires, les anciens propriétaires. On n'a pas trouvé à quoi servait la pièce. Il y avait une table, une chaise, une bibliothèque vide, enfin vraiment des étagères. Et une bouteille de vin. Une bouteille avec un jus noirâtre que j'ai essayé de faire boire à tout le monde, mais personne n'a joué le jeu. C'est un espèce de vin cuit. On a pu dater grâce au flaconnage, en fait, à la bouteille. La pièce était de 1715, 1720. D'accord. Mais on n'a pas su. Et à ce moment-là, il y a plus de 20 ans maintenant, l'étincelle est venue pour moi de dire, qui faisait ça et pourquoi. Voilà, là, on est au XVIIIe siècle. Votre roman, lui, se passe plutôt dans le XIXe siècle, celui de Paris, de l'exposition universelle. Alors, pourquoi vous avez choisi particulièrement cette époque? Vous dites c'est parce qu'elle ressemble beaucoup à la nôtre, finalement, cette époque. Mais ça, c'est en faisant vos recherches que vous avez fait ça. Tout à fait, je l'ai découvert après, parce qu'en fait, mes romans, quel que soit le décor, je parle d'abord d'individus. Ce qui m'intéresse, c'est humain. Le reste, ça n'est que le décor. Ouais. Et le décor ne doit pas masquer les émotions. Mais pour bien comprendre un décor, il faut creuser après pour s'en affranchir, pour le dépasser, savoir de quoi un petit peu on parle. Et j'ai placé l'histoire de Vincent fin du 19e parce que c'est le moment où Paris était le centre du monde, exposition universelle, la Tour Eiffel, plus haut monument du monde jusqu'à ce que l'Empire State Building soit construit, 40 ans plus tard. Ouais. Et en fait, c'est le moment où les nobles faisaient encore construire des passages secrets, la noblesse pouvait encore, et l'industrie en était déjà friande, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les banques, il n'y avait pas ce que vous aviez de précieux, vous l'aviez chez vous, et vous le cachiez. Donc en fait, il y avait une espèce, j'adore ce qui est caché, j'adore les passages secrets, ça enflamme mon imagination. L'Europe a une collection, vraiment tous les pays européens ont une culture de ça qui est formidable parce qu'on avait cette richesse. Secret, hein. Complètement. Alors pour cacher ses amours, pour cacher sa fortune, pour cacher ses fuites, pour cacher... Mais c'est très révélateur de l'utilité et d'une mentalité. Si je vous demande le pitch en 30 secondes pour ne rien déflorer, parce que moi j'ai tendance à révéler toujours des choses qu'il ne faudrait pas, c'est ce qu'on se disait au téléphone la dernière fois. Je commence, c'est l'histoire de Vincent. Qui est Vincent ? Vincent, c'est un créateur de passages secrets. Il travaille pour les riches et les puissants qui lui demandent de bâtir très discrètement des choses qui leur permettront de cacher, de dissimuler ou de protéger. Et il travaille avec son équipe. Et à un moment, ils deviennent la cible de gens qui veulent les tuer, assez violemment pour l'époque. Et tout l'enjeu pour qu'il arrive à rester en vie, c'est de comprendre qui lui en veut et pourquoi.
c'est l'histoire d'un homme qui, dans une époque qui bascule, qui change complètement, cherche juste à protéger ce qui compte, alors qu'il n'a pas fait grand-chose de mal. Vous parlez de personnages qui tombent, et c'est la façon dont ils se relèvent qui vous intéresse. C'est ce que vous dites de vos personnages. De tous mes romans. Donc on va voir comment celui-ci se relève. Mais des Vincent, il en a existé au 19e siècle. Il y avait vraiment des constructeurs de pièces secrètes et de passages secrets. C'était des techniciens de haut vol de l'époque? Alors le problème, c'est qu'il y avait des gens qui concevaient les passages, et derrière, il y avait souvent des orfèvres, qui étaient souvent aussi des horlogers, qui en fait travaillaient la mécanique que d'autres avaient imaginée. C'est comme les architectes aujourd'hui travaillent avec des ingénieurs. Et les ingénieurs donnent le possible aux architectes qui après en disposent et les magnifient. Mais à cette époque-là, il y avait déjà des gens qui imaginaient, parce que l'art de l'illusion, un bon passage secret, c'est un endroit qui joue avec vos illusions et qui doit être simple, qui doit être répétitif, en tous les cas pour les passages secrets européens. Et du coup, derrière, c'est des mécaniciens, c'est des peintres, c'est des menuisiers, c'est des métiers qui sont pratiqués d'une façon très particulière et à très très haut niveau. C'est absolument passionnant. Et à l'époque, évidemment, dans le plus grand secret. Donc quand il y avait toutes ces équipes qui travaillaient, elles avaient évidemment le secret professionnel, comme dans une équipe de tournage où on ne peut pas révéler qui est l'acteur du film et quelle est complètement. C'était vraiment l'enjeu. Ouais. Donc on va découvrir ce thriller, hein, puisque là on parle vraiment de thriller et d'enquête policière. Anecdote maintenant dans vos recherches, parce que vous avez passé 8 ans à fouiller cette époque, ce 19e siècle, et vous me dites que vous êtes allé jusqu'à Montmartre, et là vous avez fait pratiquement de la spéléo. Qu'est-ce que vous avez découvert à Montmartre? Vous étiez avec votre fille là dans le... Non, j'étais avec ma femme. Avec votre femme, parce que c'est un roman qui a été fait en famille. Hein, alors c'est bien d'avoir l'image derrière. Le Sacré-Cœur est une église assez récente. Hein. Elle a été construite, on voit à côté l'église Saint-Pierre de Montmartre, le plus petit clocher qui est à côté. Si on peut la mettre en plein écran, on verra encore mieux pour les téléspectateurs. Mais à côté, il faut imaginer qu'en fait Montmartre, jusqu'en 1860, était un village à l'extérieur de Paris. C'était vraiment... Il y avait la campagne autour. Il y avait de la forêt autour, il y avait des champs. C'était seulement 150 ans avant que Beaubourg, qui aujourd'hui est Beaubourg, s'appelle Beaubourg parce que 3 frangins avaient construit 3 chaumières au milieu des champs et que les gens trouvaient ça joli et qu'ils l'ont appelé Beaubourg. Voilà. Et à l'époque, du haut du Sacré-Cœur, par exemple, là où il y a le Sacré-Cœur aujourd'hui, là d'où on voit le Stade de France par la rue du Mont-Cenis, pour aller à l'abbaye royale de Saint-Denis, là où sont enterrés la plupart des rois de France aujourd'hui, c'était une journée de marche, vous traversiez les forêts, vous aviez toutes les chances de vous faire rançonner, voire de ne pas arriver vivant. Ouais, d'accord. Ça n'a que 130 ans. On l'oublie, mais ça n'a que 130 ans. Et depuis, les banlieues ont avancé, etc. Les gens se sont multipliés, ouais. Mais juste, racontez-nous cet épisode où vous allez dans les sous-bassements de Montmartre. Montmartre a servi de carrière de gypse à Paris. Ouais. Tous les plâtres qui ont fait les magnifiques stucs qu'il peut y avoir sur les plafonds parisiens viennent des carrières de gypse. Le gypse, c'est un cristal qui, quand il est chauffé, devient une poudre blanche qui devient le plâtre. Et donc, ça a toujours été exploité, vraiment. Et donc, je voulais aller voir à quoi ça ressemblait. Ça ne m'a pas vraiment servi pour le livre. Ouais. Mais par contre, c'était extraordinaire d'avoir la chance de pouvoir voir. On s'est retrouvés dans des galeries. La plupart ont été effondrées, et murées et comblées. Mais il en existe encore certaines qui sont gérées par le service des carrières de Paris. Ouais, et ce qui est génial dans vos recherches, c'est que voilà, il se passionne et il dit voilà pourquoi il se lève très tôt et qu'il se couche très tard. C'est parce que voilà, il a toujours des sujets passionnants comme ça qu'il traite et qu'il motive. Le 19e et le 21e siècle sont très très proches. Vous dites l'histoire est un formidable laboratoire rempli de réponses que l'on ne met pas à profit. En gros, du coup, l'histoire se répète. Et là, vous nous prouvez qu'au 19e siècle, on a exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes. On a des révoltes de pauvres qui se disent « on en a marre d'être trop pauvres », alors qu'il y a des riches. Pourquoi? Vous m'avez dit, le basculement, c'était vraiment dans le 19e siècle, où les gens ont eu cette notion de se dire « je peux ne pas rester dans ma case, dans ma caste ». Complètement. Ce qui est important, c'est tout ce qui est humain n'évolue pas. C'est-à-dire la nature humaine reste la même. On est fait d'espoir, d'envie, d'amour, de réaction face à ce qui nous touche. Et à cette époque-là, on avait vraiment la même chose que maintenant, c'est-à-dire un saut technologique. Les gens découvraient l'urbanisation. Toutes les villes, Marseille, ont été complètement restructurées à cette époque-là. L'électricité, c'était une révolution. La radio, alors même si elle était encore au stade expérimental, il n'y avait pas encore la photo, ou très sporadiquement, il n'y avait pas le cinéma. Les gens commençaient à pouvoir découvrir qu'il existait d'autres vies que celles qui leur étaient destinées. Donc ils se sont mis à rêver d'autres possibles. Donc ça, c'est fondamental. Ils se sont sentis perdus
socialement, parce qu'il y avait un fossé magistral qui existait entre ceux qui avaient énormément et ceux qui n'avaient rien et qui abreuvaient ceux qui avaient déjà tout. On retrouve tous les mécanismes qu'il y a aujourd'hui, les révoltes sociales, les attentats. À l'époque, c'était des anarchistes, mais c'était déjà des attentats qui paniquaient les gens, qui ne sortaient plus. La capacité à se transporter avec la sensation que tout va beaucoup plus vite en laissant l'humain de côté. C'est né à cette époque-là. Ouais. Et quand vous lisez les brèves de cette époque-là, où en disant c'est inhumain, on ne peut pas faire ça à notre espèce, on peut le répercuter aujourd'hui. C'est frappant. Ouais, voilà. Et ça, on le retrouve effectivement dans le décor de ce roman, qui est évidemment très fouillé. Vous imaginez bien, en 8 ans de travail, d'archives, etc., que vous avez mené avec votre fille Chloé, d'ailleurs, ouais. pendant 4 ans. Elle est historienne, Chloé Du tout. Elle avait juste 18 ans quand je lui ai proposé ça. J'avais une masse de documents qui était colossale. Je voyais beaucoup de gens, j'aime rencontrer les gens. Les gens, quand ils parlent de ce qu'ils aiment, ils sont beaux. On en a eu la preuve tout à l'heure avec vous, c'est juste émouvant. À un moment, j'ai eu l'envie, elle a le goût de ça, elle a le goût de la découverte, et je lui ai dit, essaye avec moi. Et en fait, elle a été brillante. Elle a lu, elle a rencontré, elle a fouillé avec moi. Ça a été une expérience humaine. Le but, c'était vraiment pas, c'était de le vivre avec elle, ouais, de voir une exigence de travail et puis le découvrir ensemble. Ça, c'est une chance. Génial. Elle veut devenir écrivaine ou... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je fais tout pour. Faut avoir quelque chose à dire. On choisit pas en fait. D'accord. Gilles Le Gardinier, pour un instant d'éternité. Flammarion, j'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas la curiosité, d'aller lire cet énorme pavé. 8 ans de travail quand même derrière ce livre, mais c'est que du travail plaisir. Attention, on n'est pas dans le labeur, on n'est pas dans le trépalium, hein, comme on dit. Hein. Puis je voulais pas faire un guide touristique ni un livre d'histoire. C'est d'abord une aventure humaine. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Comme on est sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'on a vu le Sacré-Cœur pendant un bon moment, je vais vous montrer une autre photo. Moi, ça, c'est un de vos coins de paradis dans notre région que vous connaissez bien aussi. Vous y venez régulièrement en vacances? Moi maintenant, c'est l'abbaye du Toronnais. Ah ben voilà, d'entrée de jeu, allez, mettez-nous cette photo. Voilà, l'abbaye du Toronnais, c'est un endroit que vous aimez pour son atmosphère, j'imagine? Oui, vraiment. Ouais. Les religieux avaient le don de trouver des endroits à l'écart du monde où ils pensaient le monde. C'était une valeur aussi, ça. Et cet endroit-là a été magnifiquement restauré, il est magnifiquement maintenu. Il y a plein d'endroits historiques dans votre région qui sont juste magnifiques. Bon, Marseille, c'est une évidence, c'est incontournable. J'adore vraiment cet endroit. Voilà, l'abbaye du Toronnais dans le Var. Et comme vous avez reconnu d'entrée de jeu la photo, vous avez droit à votre chanson préférée. Comme vous travaillez aussi dans le milieu du cinéma, cet extrait des Monty Python, on l'entend à la fin du film, La vie de Brian, c'est ça? Tout à fait. Chanté par Eric Idle. Et c'est ce qu'on entend là en ce moment. Always look on the bright side of life. Et comme le disait Gilles Le Gardinier hors antenne, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne pourrait plus vraiment faire des films comme ceux-ci. Mais en tout cas, merci beaucoup. Always look on the bright side of the life. En gros, ça veut dire... c'est toujours regarder la vie du bon côté, même dans les pires situations. Je pense qu'on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Celle-là était assez terrible, effectivement. Merci beaucoup, Gilles Le Gardinier.